il a réagi comme tout homme qui a besoin de se défendre et qui a besoin de se sentir défendu. Et je crois que c'est ça qui a eu pour lui une réaction profonde. Et vous-même, quelle base de défense vous avez choisie? Eh bien, j'ai choisi comme base de défense qui me paraissait nécessaire. Pétain est défendu et on le descendra jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et c'est ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai fait. On va voir comment et pourquoi même ceux qui n'étaient pas de votre bord au procès, oui, mais qui vous connaissaient, vous ont quand même admiré. On verra ça tout à l'heure. Faute de Coupe Davis, les Parisiens se consolent avec les championnats de France. La finale du simple dame oppose Madame Lafargue à Madame Dedille-Paillot. C'est Madame Dedille-Paillot qui l'emporte. Petra et Destremo vont disputer la finale du simple messieurs. Petra au service. Il a eu chaud dans son quart de finale, où il a bien failli être éliminé par Pierre Pelizza. Destremo sert. Il vient à peine de reprendre l'entraînement et il a la meilleure excuse du monde, il est encore sous les drapeaux. Finalement, Destremo sera battu en 3-7. Pour la troisième fois, Petra est champion de France. Au Centre militaire français de préparation de la pénicilline, M. Diethelm, ministre de la Guerre, vient admirer le tour de force accompli par le service de santé qui a installé en 4 mois, dans un garage réquisitionné, un laboratoire modèle. On prépare d'abord le bouillon de culture où se développe la moisissure qui produit la pénicilline. Puis on met ce liquide dans des bouteilles. Celles-ci sont ensuite bouchées au coton, capsulées et stérilisées dans ces autoclaves géants de 6 mètres de long. Après quoi, le bouillon de culture est ensemencé avec des spores de ce champignon microscopique qui secrète la pénicilline, ce médicament nouveau dont l'action miraculeuse a sauvé tant de vies humaines au cours de cette guerre. Puis, les flacons ensemencés sont placés dans des étuves et là se développera la moisissure bienfaisante. Au bout d'une semaine, le liquide est aussi riche que possible en pénicilline. On le retire des étuves et une seconde opération va avoir lieu, cette fois dans des usines chimiques de Vitry. Il s'agit maintenant d'extraire du liquide la pénicilline elle-même. On y arrive en obtenant des solutions de plus en plus concentrées que l'on dessèche alors à basse température dans le vide. Et l'on obtient enfin une poudre brune qu'il ne restera plus qu'à dissoudre dans l'eau avant de faire les injections. Pour préparer une dose, il a fallu 150 des flacons plats que nous avons vus d'abord. Le centre produit chaque mois 3000 doses. Ce n'est qu'un commencement, mais c'est le témoignage d'une volonté que rien n'arrêtera plus. Deux bombardements avaient atteint sévèrement le Creusot. Les Allemands, en partant, tentèrent de le réduire définitivement à néant. Près d'1 an a passé et le Creusot a commencé à renaître. M. Dautry, ministre de la Reconstruction, a posé la première pierre des futures cités ouvrières. « 1000 prisonniers allemands vont d'ailleurs contribuer à cette reconstruction. Le Creusot renaît. Ses centres vitaux, les fonderies, les fours électriques, les usines, les ateliers retrouvent peu à peu leur animation.
2 mois déjà après la libération, certains ateliers avaient pu reprendre le travail. Aujourd'hui, des 1200 spécialistes prisonniers ou déportés, 1000 environ sont revenus. Récupérant ses ouvriers, la grande usine de France peut recommencer à travailler pour la France. Le grand arsenal d'autrefois peut maintenant œuvrer pour les tâches de la paix. La reconstruction à laquelle s'attelle toute la nation va trouver dans ses moyens industriels le plus puissant de ses ouvriers. Car la renaissance du Creusot sera totale. Ce nom, naguère synonyme d'armement, devient aujourd'hui l'un des termes de la reconstruction pacifique de la France. Paix sur Venise. C'était la ville des voyages de noces, c'est aujourd'hui la ville des permissionnaires alliés. Ce sont eux aujourd'hui qui errent au milieu des palais anciens, sur les canaux parcourus autrefois par les gondoles des doges. Touristes en uniforme, ils ont remplacé les pèlerins de jadis, mais seuls les personnages ont changé. Guardi retrouverait ses décors. Dieu merci, Venise est intacte. Aux Indes, quelques remous. Pour les apaiser, à Simla, dans sa propre résidence, le vice-roi des Indes, Lord Wavell, a réuni les leaders des divers partis ou confessions qui se partagent le pays. Gandhi, toujours entouré de sa foule de disciples, est venu y soutenir les thèses qui l'auréolent là-bas d'une renommée de saint. Malgré les efforts de Lord Wavell, la conférence de Simla s'est terminée sans résultat. A tenu à ce que le départ des troupes britanniques qu'il avait libérées le 4 septembre 1944 soit marqué d'une grande manifestation de reconnaissance. Et en présence de la reine Élisabeth, veuve du roi Albert, la foule bruxelloise a fait de chaleureuses ovations à ceux qui partaient. Manneken Pis lui-même, le plus vieux citoyen de Bruxelles, a pris part à la fête. À sa manière, naturellement. Pour gagner les États-Unis, le président Truman est accueilli en rade de Plymouth par le roi George VI. Rencontre de courtoisie d'abord, mais qui a pourtant duré plus de 3 heures. Le successeur de Roosevelt regagne Washington. Il reste à vaincre le Japon, à achever la guerre et à... Zorny, quel souvenir vous avez de ce combat entre Weygand et Reynaud? C'était un combat extraordinaire par la violence et la mesure même de ceux qui étaient destinés à s'emporter au-delà de tout moyen. Et puis tout à coup, ça s'est apaisé et chacun a dit ce qu'il avait à dire et c'est revenu à un ton beaucoup plus calme. Et ça portait sur quoi? Eh ben, ça portait sur l'armistice et le résultat de la guerre. C'est-à-dire qu'il s'agissait de Pétain qu'indirectement. Indirectement. Mais c'est Weygand qui, lui aussi, avait voulu l'armistice. C'est Weygand qui avait voulu l'armistice, mais c'est Weygand qui se battait pour la défense de l'armistice. Et Pétain, là-dedans? Il a été un peu neutre, parce que je pense, on le pensait hésitant entre ces deux manières de voir. Il avait hésité, pourtant il était carrément contre Reynaud. Il était carrément contre Reynaud. Mais vous savez, l'importance de Reynaud, c'était peu de choses par rapport à Weygand et à la suite. Maître Zorny, quand Laval est venu témoigner, ce qui n'était pas vraiment prévu au départ, c'est exact. Et que vous l'avez su, et que vous avez su qu'il allait dire que le maréchal et lui étaient solidaires sur presque tout, en quoi ça vous a frappé et qu'est-ce que vous vous êtes dit qu'il fallait faire? J'étais hésitant. Je l'ai dit déjà tout à l'heure, j'ai été très hésitant. Nous ne savions pas quel rôle absolu il allait jouer. Serait-il pour Laval? Serait-il contre Laval? Serait-il un adversaire? Nous n'avons jamais compris que dans le début du procès. Et alors, comment s'est-il comporté, Pétain, à propos de Laval?
Vous savez, le maréchal n'était pas d'accord avec lui, surtout. Les choses étaient plus difficiles et plus faciles qu'on ne croit. Oui. Et je pense que Pétain a défendu une cause qu'il croyait la sienne. Et c'est pour ça que ça a été un petit peu ondoyant. Oui. Ils croyaient l'un et l'autre qu'ils défendaient chacun une partie du territoire national. Oui. Et vous-même, comment vous pouviez prendre leur défense alors qu'au fond, avant le procès, vous n'étiez pas tellement d'accord? Eh bien, avant le procès, je me suis trouvé dans la situation d'un homme qui doutait encore. Parce que moi, j'ai relu le procès, bien entendu, et j'ai remarqué que chaque fois que venaient des gens qui ont travaillé avec Pétain, que ce soit Laval, bien entendu, ou Darnan, ou quelques autres, vous avez toujours réussi à les faire parler très peu. Bah, j'ai essayé d'être un avocat utile. Voilà, oui. Eh bien, on va voir justement avec de Brinon comment ça va se passer. Et là, je vais vous poser une question délicate. Le grand Berlin n'est plus que le petit Berlin. Une ville étouffée, paralysée, où sonne le pas des vainqueurs. L'Allemagne saura peut-être maintenant ce que c'est que la guerre. Les plaques des rues ressemblent à des pierres tombales dans un cimetière. Un cimetière où les survivants s'accrochent encore. Ici était le Sportpalast, où aboyait Hitler. Ici était l'église du souvenir, à l'entrée du Montparnasse berlinois. Ici était la chancellerie du Reich, palais de marbre construit tout exprès pour Hitler et qui s'est écroulé sur lui. Mais une grande ville n'est jamais morte. Déjà dans les ruines, une espèce de vie recommence. La population est utilisée pour les travaux de déblaiement. Les écriteaux parlent russe désormais. Et nos gendarmes tiennent leur place dans Berlin vaincu. L'eau est rare et n'est distribuée qu'au compte-gouttes. De nouveaux journaux sont publiés sous le contrôle des Alliés. Le métro a déjà repris son trafic, débarrassé des milliers de cadavres qui l'encombraient. Il y a même des autobus. Et aussi des transports improvisés. Mais il y a surtout le commandement allié. Il y a surtout sur Berlin l'orgueilleuse tous les signes de la défaite. En rendant visite au pays du Nord, c'est à la France du travail que le général de Gaulle a tenu à s'adresser. En présence d'un monde bouleversé, où la France défend sa propre place, ce voyage vers les travailleurs dont le labeur est à la base de la vie moderne, ce voyage vers les villes martyrs dont les populations sont toutes tendues dans la volonté de reconstruire et de travailler, ce voyage prend tout son sens. Beauvais, Amiens, aux cathédrales épargnées, marquent les premières heures du voyage. Et c'est soudain Bruet, où le chef du gouvernement trouve devant lui les premiers visages des hommes de la mine. Ces hommes, le général les connaît. Leur pays est le sien. Il connaît leur volonté et leur patience, ces vertus qui les ont fait rester au milieu des ruines de leur ville et qui leur donnent aujourd'hui le courage tranquille de travailler et de reconstruire avec confiance. L'attitude des populations du Nord donne un magnifique exemple d'énergie et de volonté. C'est à elle qu'il parlera tout à l'heure en s'adressant au pays tout entier et par-dessus ses frontières, au monde. Voici Béthune, la ville des hommes noirs, ces hommes de la mine qui sont venus accueillir le général et l'entendre. « 30 000 personnes sont là, 30 000 personnes qui, les premières, écouteront les paroles du général de Gaulle. » En octobre
dernier, 1,5 million de tonnes sont sorties de notre sol. Or, nos mineurs, au cours de ces dernières semaines, en ont tiré en moyenne 2 fois plus. Après la libération, ils en étaient à 40% de l'extraction d'avant-guerre. Les voici à 75%. Je suis sûr qu'ils iront bientôt jusqu'à 100% et davantage. Dunkerque, c'est maintenant la vision des ports blessés qui commence. Dunkerque, avec sa magnifique statue de Jean Bart, demeuré debout au centre des ruines comme un symbole, ajoute à la leçon du voyage. Dunkerque, qui, sur ses 4000 immeubles existants en 1939, n'en compte plus aujourd'hui que 500 intacts. La France, blessée, dit le général, a repris sa marche en avant. Calais maintenant. Calais, port meurtri qui pense ses blessures et qui revient à la vie. Boulogne enfin et Le Portel, dernière étape. Boulogne dont le port n'est plus qu'un amas de ruines. Boulogne qui n'a plus que 100 immeubles intacts sur les 10 500 d'avant-guerre, illustre avec sa volonté de renaître les fortes paroles prononcées à Béthune. Il s'agit de vivre, c'est-à-dire d'avancer. C'est ainsi qu'à partir de l'abîme, nous avons gagné la guerre. Il n'y a pas d'autre moyen de gagner notre paix au travail. Dans le cadre glorieux des Invalides, 2 parachutistes canadiens reçoivent des mains du général Le Gentilhomme, nouveau gouverneur militaire de Paris, des décorations françaises qui témoignent de leur mérite. Canadiens français, Labrosse et Vanier furent à plusieurs reprises parachutés en France et travaillèrent jusqu'à la libération au milieu des résistants. Le Vercors est aujourd'hui l'un des lieux saints de France, sanctifié par la résistance à l'ennemi, sanctifié par le martyre de ses combattants. M. Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères, accompagné du général Doyen et de M. Yves Farge, commissaire de la République, a remis la croix de la libération à Vassieux-Lamartine. Ici, la barbarie allemande n'eut d'égal que l'héroïsme des patriotes. Personne en France n'écrira désormais sans émotion le nom du Vercors. Grâce à l'aviation, la France aura vu revenir ses prisonniers et ses déportés bien plus tôt qu'elle ne l'espérait. Aujourd'hui, des milliers de Français sont encore éloignés de leur foyer. Mais les transports aériens mis par les Alliés à la disposition des exilés permettront d'achever rapidement la grande œuvre du retour. C'est ainsi que de Prague sont déjà partis par avion 20 000 Français et que le départ du 20 000e rapatrié a amené sur le terrain le ministre de France et plusieurs membres du gouvernement tchécoslovaque. L'avion, qui fut l'arme la plus terrible de cette guerre, retrouve enfin un destin pacifique. C'est en vue de ce destin pacifique que va se poursuivre désormais la construction de l'hélicoptère, destiné hier à être l'appareil de reconnaissance idéal, et demain l'idéal de l'avion privé, quand nos toits se transformeront en terrain d'atterrissage. Maniable comme une bicyclette, cette étrange machine n'a besoin pour s'élever et se poser que d'un minimum de place. Les prévisions de Jules Verne et de Robina ne mentaient pas. Demain, on n'aura pas sa voiture, on aura son hélicoptère.
C'est également en vue de ce destin pacifique que seront construits aux États-Unis les frères de cet hydravion géant qui porte le nom du dieu de la guerre, Mars. 66 mètres d'envergure, 40 de longueur, 15 de hauteur, 72 tonnes de poids, telles sont les caractéristiques de ce nouveau paquebot aérien à qui ses possibilités permettraient de faire sans escale le parcours aller-retour États-Unis-Europe. Ce magnifique appareil est le premier d'une escadre de 20 unités destinées aux traversées Amérique-Hawaï. Dans cette préparation des transports transocéaniques de l'après-guerre, la France, malgré ses malheurs, n'est pas la dernière, loin de là. Le fameux hydravion géant, commencé en 1939, caché pendant l'occupation, continué dans le secret et terminé en 1945, effectue son premier grand vol sur le parcours Biscarrosse, Dakar et retour. Le ministre de l'Air, M. Tillon, qui a voulu être le premier passager du premier voyage, a pu contrôler lui-même les remarquables possibilités offertes par ce mastodonte de 75 tonnes, le plus grand du monde, qui peut transporter 70 passagers sur 6000 km sans escale à 320 km/h de moyenne. Il apparaît en effet que le géant français se classe comme le transport le plus rapide pour le plus fort tonnage. Il permettra demain à notre pays de prendre sa place dans l'établissement des lignes intercontinentales. Dakar, M. Tillon salue ici une autre chance française. Dans un temps où l'aviation aura la première place, Dakar sera demain l'une des plaques tournantes du monde. Dernières heures d'une bataille aujourd'hui finie. Aujourd'hui, devant la menace de la bombe atomique et l'entrée en guerre de l'URSS, le Japon a demandé grâce. Mais la bombe atomique n'a fait qu'accélérer une défaite inéluctable. Les Américains, refaisant en sens inverse le chemin parcouru par les Japonais, leur arrachaient les derniers remparts de l'empire du soleil levant. Et la conquête d'Okinawa et de Ryukyu étaient hier les signes avant-coureurs de l'invasion du Japon. Devant les moyens formidables mis en jeu par les Américains, la ténacité japonaise devait en définitive s'incliner. Malgré les injonctions du commandement refusant aux soldats le droit de se rendre, les Japonais ont commencé à le comprendre. Peut-être pourront-ils comprendre également que la victoire peut être humaine et que le vaincu peut être traité autrement que comme un être sans valeur. Dernières heures d'une bataille déjà gagnée, des camps de prisonniers qui s'emplissent d'heure en heure, le vent de la défaite qui souffle d'île en île, de garnison en garnison. L'une après l'autre, en effet, toutes les positions japonaises étaient appelées à tomber. Une escadre américaine attaquait Bornéo et, après un bombardement de 3 jours, passait au débarquement. Revanche de 1942, qui voyait chaque jour de nouveaux progrès japonais. À cette date, l'Australie craignait l'invasion et MacArthur abandonnait les Philippines. Mais aujourd'hui, MacArthur débarque avec ses troupes à Bornéo. La fin prévue est arrivée. La victoire est acquise. Les conquêtes du Japon s'évanouissent en fumée. Maître Izorni, le témoignage de Brinon est ambigu. Parce que le commentaire des actualités dit que de Brinon nie qu'il y ait eu double jeu, comme si Pétain avait toujours été du côté des Américains, alors qu'on sait bien qu'il a voulu la collaboration très tôt, au moins en 40. Mais en vérité, et vous le saviez, parce que c'est dans le dossier, de Brinon avait écrit une longue lettre
à Sigmaringen, à Pétain, pour lui dire qu'il n'y a pas une double jeu, qu'il a toujours été pour la collaboration et que, par conséquent, le double jeu, c'est une stratégie de défense, mais qui n'a pas de valeur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cet argument de Brinon? C'est un argument de Brinon lui-même. Je pense que ça a été la manière dont Pétain a pu s'imposer quand il y avait des difficultés pour la défense même, dont Pétain a pu s'imposer, et ça explique bien des propos qui ont été déformés. Mais en fait, la collaboration, Pétain l'a bien voulu, je dirais, même s'il avait une idée stratégique derrière, d'un bout à l'autre de la période. Mais il n'aimait pas les Allemands, ça on le sait bien. Mais il a quand même pratiqué une politique de collusion avec les forces d'occupation qui a été très, très mal ressentie des résistants et des Israélites, n'en parlons pas. D'ailleurs, vous-même avez parlé là-dessus. La défense, c'était la défense, et la défense était tout tendu vers la défense du maréchal. Sans s'occuper du reste. Sans s'occuper du reste. Il fallait défendre le maréchal Pétain. Darnand, vous l'avez expédié rapidement, et pour cause, on vous comprend. Or, Darnand avait fait une scène de colère à Pétain quelques mois plus tôt, parce que Pétain lui avait reproché les excès de la milice, et Darnand lui avait dit « mais je ne fais qu'obéir à vos instructions ». Et c'est vous qui avez abordé ce problème de la répression des maquis. Alors comment vous avez pu aborder de face ce problème et néanmoins défendre Pétain? J'ai pu faire les deux choses. C'était deux choses identiques et contradictoires. C'est ça qui vous paraîtra peut-être difficile. Mais nous avons lutté contre l'un et pour l'autre, à la fois. La difficulté, c'est que dans un procès où tout peut se terminer par la mort de quelqu'un ou par quelqu'un qui se trouve dans un état critique, eh ben, nous n'avons pas essayé de jouer le jeu. Nous avons joué le jeu tel qu'on devait le jouer et tel qu'il devait être joué. Maître Izorni, je disais tout à l'heure qu'il y a une deuxième raison pour laquelle on vous a admiré pendant ce procès de tous les côtés de l'opinion. C'est parce que vous avez dit que vous avez entendu parler pendant ce procès d'Assemblée nationale, d'armistice, mais que vous, votre conscience, vous faisait entendre en écho les déportations, les lois raciales, la lutte contre les résistants, etc. Et au fond, vous avez mis le fer dans la plaie, vous avez vraiment abordé les vrais problèmes, et d'une certaine façon, sur ces terrains, est-ce que Pétain s'est défendu? Pétain, vous savez que Pétain a été défendu, non pas contre tout le monde, mais contre bien des gens. Et alors Pétain ne savait plus un peu désemparé à quel saint se vouer, on peut dire. Alors à ce moment-là, attendez, ce qu'on disait de lui, il a réagi avec un haut le cœur et vraiment douloureusement réagi. Et est-ce que c'est ce comportement qui a fait que la mort n'a été votée qu'à une voix de majorité, finalement? Finalement, la mort n'a été votée qu'à une voix de majorité. Ça, c'est un des résultats extraordinaires obtenus du fait de votre plaidoirie, il faut le dire. Mais est-ce que, pendant le procès, il y a eu une pression du général de Gaulle ou du gouvernement sur la façon dont le procès s'est déroulé, ou est-ce que c'est l'instance juridique qui a mené son affaire toute seule? Je pense que c'est l'instance juridique qui a mené son affaire toute seule et que tout s'est bien passé au regard de ceux qui étaient contre Pétain. Oui, et au regard de ceux qui étaient pour. Car vous, depuis, vous êtes pour. Comment? Depuis cette époque, vous avez défendu sa mémoire. Oui, j'ai défendu sa mémoire, mais je tiens à la défendre encore aujourd'hui. Oui.
Et pourtant, aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses qu'on ne savait pas à l'époque sur son comportement. Mais vous savez, bien des choses ont été apprises, qu'on n'a pas su exactement, qui ont été détachées de leur contexte. Et ça a été très difficile pour nous. Oui. Mais alors, j'ai une autre question à vous poser. Ensuite, il a été gracié. Il a été gracié. Par qui? On ne peut pas dire qu'il a été gracié par un chef d'État. Je crois qu'il a été gracié par un général qui s'appelle le général de Gaulle. Oui. Donc, c'est venu de là, exactement. La grâce est venue du général de Gaulle, elle est venue du général de Gaulle lui-même. J'ai remarqué que vous aviez une certaine acrimonie contre de Gaulle après le procès. Pétain a voulu être jugé. Oui, il a voulu être jugé. De Gaulle ne le souhaitait pas. De Gaulle ne le souhaitait pas. Alors pourquoi votre acrimonie? Ah, parce que vous savez, ce sont des choses mystérieuses, mais on pouvait avoir une acrimonie violente contre le général de Gaulle, et en même temps... C'était un petit peu sentimental, au fond. Vous Oui. vous êtes identifié au fils de Pétain, un petit peu. Si vous voulez. Oui. Et Pétain, il considérait que son fils, c'était un peu de Gaulle. Oui, c'est exact. Ça peut paraître étrange, mais on pensait qu'à certains moments, Pétain ne comprenait pas ce qui s'était passé dans la tête de Gaulle. Ben, on va voir des actualités américaines pour vivre un peu la victoire. Et je vous poserai encore une ou deux questions sur cette histoire que vous avez vécue. Outside the White House, the last hour of the last day of World War II. Here and across the nation, tense crowds await the end. Then, in sharp contrast to the country's excitement, Secretary Burns calmly walks to the White House alone. Inside, newsmen are summoned to the president's office to see history made. Cordell Hull is present. It was in Hull's office that the Japanese ambassadors waited while their country struck Pearl Harbor. Now, Pearl Harbor is avenged as the president announces, I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender terms at the earliest possible moment. General Douglas MacArthur has been appointed the Supreme Allied Commander to receive the Japanese surrender. The proclamation of VJ Day must wait until the formal signing of the surrender terms by Japan. this is it. The Second World War, which embroiled 56 nations and 85 million men, is ended. Reporters make a dash for official handouts. Within a matter of minutes, the historic news is flashed to every country on the globe. President Truman receives congratulations, then takes time to express his warm appreciation to the former Secretary of State. Meanwhile, New York crowds have been waiting day and night for word from Washington. It is 2 minutes after 7. Nerves keyed to the breaking point by last-minute Jap stalling, by rumors and denials that surrender is on its way. Then the news hits Times Square. All the pent-up joy of 5 days waiting is unleashed. New York and Main Street everywhere pulls out the stops and let's go. Yes, from coast to coast, victory gets a spontaneous welcome. San Francisco, blacked out and constantly alerted against Jap treachery, uncorks the pent-up emotions of almost 4 years. Market Street is a madhouse, but who cares on VJ Day? In Seattle, Boeing workers, builders of those giant B-29s, take some time off at last. Downtown at 4th and Pike Streets, they see sailors lift automobiles, soldiers kiss pretty girls, a little trouble, but only a little.
Then the Navy takes up the girl-kissing detail and the carrying off of beautiful maidens. A marathon celebration as happy war-working Seattle roars its tribute to victory. The Midwest gives voice too. At State and Madison, joy is really breaking out all over, and the jam-packed loop keeps it up all night. Down south in Atlanta, it's the same story. All of North Georgia tries to squeeze into Peachtree Street, as people did in every town in every state. But VJ Day has a grim side, too. Wounded vets at Atlanta's Lawson General Hospital hear the news. These men know the true price of victory. For them, the war will never end, never quite. But back in New York, Chinatown casts aside its usual quiet dignity. Ritualistic dragons, symbols of peace, cavort along Kell and Mott streets. Happy end to 8 bitter years of Jap aggression. In nearby Mulberry Street, Little Italy makes with the noise and dancing in the street, a colorful corner of the big town celebration. But it's at Times Square, New York really lets go. 2 million people jammed into 10 blocks. And listen. The Great White Way is itself once more, only more so. And this joyous din keeps up all night. But comes the dawn, and even blasé New York seems to have exhausted itself. But wake up there, son. This war was big enough for 2 celebrations. And sure enough, the entire show starts all over again by daylight. The kissing, the impromptu entertainment, the biggest, noisiest celebration in New York's history. 2 days of needed popping off before we face the realities of peace in a world which contains a new cosmic force, the atomic bomb. The atomic bomb, the weapon that clinched victory. These pictures do not, could not show the first instant of blinding light. Observers report a massive multicolored cloud boiled up to 8 miles. Now a second camera shows another angle. Knocking observers down 6 miles away, this single bomb, like a portent from the Almighty, thunders its warning against future wars. Now a third camera catches the utter annihilation of what is apparently a steel tower. Watch the right side of the screen. Thus is a new era born, the atomic age, for good or evil, for life or death. Civilization must choose. Maître Izorni, nous venons de voir des actualités américaines, l'allégresse générale après la victoire sur le Japon. Et les Américains vont maintenant organiser
avec les Britanniques, etc., les Français aussi, le procès des criminels de guerre au Japon, mais aussi les procès de Nuremberg. Est-ce que vous avez gardé une impression sur l'organisation de ces procès? Qu'est-ce que vous en pensez 50 ans après? Écoutez, je pense que l'organisation de ces procès me paraissent une chose lointaine. Tandis qu'il y a des procès que j'ai bien connus, que certains, que j'ai vécu littéralement. C'est notamment le procès de Robert Brasillac. Que vous avez eu juste avant Pétain. Juste avant Pétain, c'est vrai. Mais Brasillac a été d'une vie humaine tellement ardente qu'on n'a jamais pensé à autre chose que sa condamnation à mort. Maître Izorni, merci de ce double témoignage. Pour moi, qui ai vécu cette période, vous restez d'abord l'avocat de Pétain. Celui de Brasillac, l'histoire peut encore en juger autrement. Merci. La semaine prochaine, nous continuons notre émission. Nous verrons des actualités japonaises, britanniques, et pour la première fois, nous verrons des actualités chinoises.